Bonjour à tous. Ne comptez pas sur moi pour vous souhaiter un joyeux Noël parce que j'aime pas les conventions. Mais à côté de ça, je vais vous proposer de lire un truc vachement sympa. J'ai trouvé une façon de connaître les philosophes très intéressante, c'est par Wikipédia. Je suis tombée sur deux notions que je croyais connaître parce que je les avais lues, mais en fait, je les confondais. C'est la notion d'hédonisme et de eudémonisme. Est-ce que vous savez la différence, vous? Allez voir sur Wikipédia, lisez ce qu'on écrit sur Schopenhauer. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Vous vous accrochez, vous verrez, c'est très intéressant. Et puis ça vous donnera peut-être envie d'en lire plus et d'en lire d'autres, ce qui, franchement, serait une très bonne chose parce que je suis de plus en plus persuadée que c'est la philosophie qui guérit et non pas la psychothérapie. La psychothérapie, c'est un instrument fait de plein de techniques qui ont appris aux psys comment écouter. Alors, comment ne pas déranger l'autre en l'écoutant? Ça, c'est la psychothérapie. Ça met beaucoup de temps pour apprendre ça, parce que c'est facile de déranger les gens en les écoutant. Mais à la limite, c'est tout ce qu'ils ont appris. Ils n'ont pas appris la philosophie. Et vu que c'est la philosophie qui guérit, la psychothérapie ne peut pas guérir. Elle peut permettre de vivre mieux avec soi-même, de dédramatiser des choses, de prendre du recul, mais elle ne permet pas de donner des directions vraiment efficaces aux gens. Alors que la philosophie, si. Déjà en philosophie, quand vous apprenez que vous ne voyez des choses que des représentations, enfin le monde se présente à vous, mais après vous l'interprétez. Déjà quand vous comprenez que tout est absurde, c'est une autre manière de voir les choses du dessus. C'est une façon très efficace de ne plus s'en vouloir, de ne plus culpabiliser, d'oser aller au bout des choses et au bout de soi-même. Tout est absurde. Il n'y a que le plaisir qui soit vraiment sérieux. Alors, pour en revenir à l'hédonisme et l'eudémonisme, l'hédonisme construit sa philosophie sur la nécessité d'avoir du plaisir dans la vie, et l'eudémonisme construit sa philosophie sur la nécessité d'avoir du bonheur dans la vie. Plaisir et bonheur ne sont pas tout à fait la même chose. Par exemple, pour avoir du bonheur, il faut parfois renoncer à du plaisir immédiat. Mais on peut aussi concevoir le bonheur comme un système où on s'autorise à accéder toujours à ces plaisirs immédiats. C'est un peu ma philosophie de vie, parce que je suis quelqu'un de pulsionnel. Moi, il faut que j'aille direct aux choses, il faut que j'ai tout de suite du plaisir pour me sentir vivante. Néanmoins, quand on est comme je suis, quand on a besoin d'accéder toujours à des plaisirs immédiats, il faut le faire avec une forme dont on va s'assurer qu'elle ne fera de mal à personne, ou tout au moins qu'on ne fait volontairement du mal à personne. Si on ne fait volontairement du mal à personne, on ne fait pas de mal. Parce que la personne qui a mal, elle n'a pas mal à cause de nous. Si elle a mal à cause de nous, c'est qu'elle est fusionnelle. C'est qu'elle croit que elle et moi, toi, ça fait comme ça. Or, pas du tout. On est comme ça. Donc, si moi, je fais un acte ici qui fait du mal à celui-là, involontairement, celui-là, il peut se protéger. Et moi, je ne suis pas responsable puisque c'était involontaire. Donc, tant que je fais du mal involontairement, pour moi, je ne fais pas de mal. Voilà, non mais voilà, c'est des pensées en vrac pour finir l'année 2020, faire un peu de philosophie avec vous et voir si ça vous intéresse. Je voudrais aussi vous lire un autre passage sur Schopenhauer que je trouve sur Wikipédia parce que, bon, je relève des passages comme ça qui pourraient nous intéresser par rapport à ce qu'est la souffrance mentale, par exemple. Comment la philosophie peut aider à surmonter la souffrance mentale, voire la faire disparaître quasiment totalement. Je découvre qu'il a fait une dépression en 1823, quand il avait dans les environs de la trentaine. Alors il avait mis toute sa fortune familiale dans une société qui a fait faillite, et du coup, comme il n'avait pas d'argent,
il a été obligé de prendre un poste de professeur de philosophie dans une université, la même qu'un philosophe qu'il n'aimait pas du tout, c'était Hegel. Il faisait son cours au même moment qu'Hegel. Du coup, Hegel avait tout le public. Lui, il n'avait pas de public, il a dû démissionner parce qu'il n'avait pas d'élèves. Et là, il a fait une dépression et il s'est dit, si par moment je me suis senti malheureux, ce fut à la suite d'une méprise, d'une erreur sur la personne. Je me suis pris pour un autre que celui que je suis. Et je me lamentais sur les misères de cet autre. Ça fait un peu penser à ce que disait Eckhart Tolle, qui vit toujours et qui est aux États-Unis, un grand philosophe aussi, qui dit, quand il était étudiant, il a fait une dépression et il a dit « je ne peux pas vivre avec moi-même ». Et tout d'un coup, il a réalisé qu'il y avait « je » et « moi-même », qu'il y en avait un de trop. Il a viré celui qui était en trop et il a gardé le « je », celui sur lequel il n'y avait pas de raison de déprimer, c'est-à-dire celui qui n'a pas de croyance et qui est en devenir. Et là, c'est pareil. Schopenhauer, il dit, en fin de compte, si j'ai fait une dépression, c'est parce que je me suis pris pour quelqu'un d'autre. Je me suis pris pour le chargé de cours qui n'a pas eu sa chaire de philosophie et qui n'a pas réussi à avoir des étudiants, qui a dû démissionner. Or, je ne suis pas celui-là. Moi, je suis la personne qui a écrit le monde comme volonté et comme représentation et qui a apporté une solution aux grands problèmes de l'existence. C'est là qu'il se reconnaît comme étant lui-même. Et il dit, qu'est-ce qui pourrait m'inquiéter maintenant, puisque j'ai écrit ça et que c'est ça que je suis? Qu'est-ce qui pourrait m'inquiéter dans les années à venir? Rien, dit-il. Parce qu'il a la conviction que son œuvre va être comprise par la postérité. Il était content de lui, content de ce qu'il a compris, content de ce qu'il a apporté. On peut être tous contents de ce qu'on apporte, à condition de nous donner la peine d'apporter des choses qui vont aller dans le sens du mieux vivre pour soi-même et pour les autres. Et on peut tous travailler à ça.